Après mon accident, mes parents vont en Grèce avec ma sœur, m'être laissant seul à l'hôpital, avec un message, on va en Crète s'amuser, ne nous dérange pas. Alors j'ai bloqué toutes leurs cartes bancaires et je les ai laissées seules. Quand ils ont compris, ils m'ont rappelé en choc. Mais ils m'ont abandonné. Alors, depuis mon lit d'hôpital, avec la seule main qui fonctionnait encore, j'ai pris mon téléphone, et j'ai bloqué toutes leurs cartes bancaires. La panique qui s'en est suivie? C'était de la musique à mes oreilles. C'est mon histoire. Avant de plonger dans les détails de cette folie, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. J'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Laissez un petit mot, et commençons. Je m'appelle Adélie, j'ai 27 ans. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, ma famille m'a collé une étiquette dans le dos, la forte. Et cette étiquette, j'ai passé ma vie à essayer de la mériter, sans comprendre qu'elle était en réalité une malédiction. Je vis à Tours. J'ai travaillé d'arrache-pied pendant mes études, j'ai décroché un bon poste en marketing dans une entreprise dynamique du centre-ville. J'étais fière de mon parcours. J'étais fière de mon T2, que j'avais décoré moi-même, avec sa petite vue sur la Loire. J'avais une vie stable, une vie que j'avais bâtie seule, à la sueur de mon front. Ma famille, elle, vit à Amboise. C'est à une petite demi-heure de route, un monde à part. Mes parents y sont à la retraite, une retraite modeste. Et puis, il y a ma sœur aînée, Océane. Océane a 30 ans. Et Océane, elle, n'est pas la forte. Elle est la sensible. Ce refrain, je l'entends depuis l'enfance. J'ai ce souvenir, si clair, si précis. J'avais 10 ans, Océane 13. J'étais rentrée de l'école, rayonnante, avec un 18/20 en mathématiques, ma meilleure note. Océane, elle, avait rapporté un juillet 2020. Alors que je tendais fièrement ma copie à ma mère, Océane me l'a arrachée des mains et l'a déchirée en 4 morceaux. J'ai fondu en larmes, dévastée par cette méchanceté gratuite. Ma mère, au lieu de la gronder, m'a prise à part. Elle s'est accroupie, m'a essuyé les joues et m'a dit cette phrase qui a scellé mon destin. Adélie, tu dois comprendre ta sœur. Toi, tu es forte. Tu t'en remettras. Elle est si sensible. Être forte, j'ai vite compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que je devais encaisser. Que mes sentiments passaient après. Que je ne devais jamais me plaindre, jamais flancher. Et quand j'ai commencé à gagner ma vie, être forte a pris une nouvelle signification, être celle qui paie. Océane vivait donc chez mes parents depuis 14 mois. Elle avait démissionné de son poste d'assistante administrative sur un coup de tête, prétextant un burn-out que personne n'avait jamais diagnostiqué, parce que son chef lui avait refusé une augmentation. Depuis, elle passait ses journées dans sa chambre d'adolescente, à chercher activement du travail, ce qui, dans son langage, signifiait faire défiler sans fin les applications Vinted et Shein, et se plaindre que rien ne correspondait à son potentiel. Et pour soutenir cette sensibilité à fleur de peau, il y avait la forte. Moi. Le téléphone sonnait chaque semaine. Allô, Adélie? C'est maman. La facture EDF est arrivée, elle est salée ce trimestre. Avec la retraite, tu sais, c'est dur. Toi, tu peux t'en occuper, n'est-ce pas? Tu es si forte. Adélie, chérie? J'ai parlé avec le psychologue d'Océane. Il pense qu'il lui faut 4 séances par semaine pour vraiment l'aider. Tu comprends, elle est si fragile. Tu peux couvrir les frais, n'est-ce pas? 4 séances par semaine. 50 € la séance, non remboursée. 800 € par mois. Payé par mois. Les factures d'électricité et de gaz de la maison d'Amboise. Payées par mois. Les grosses courses du mois au Super U, parce que leur petite retraite ne suffisait plus. Payées par mois. Comment en étais-je arrivé là? J'avais commis l'erreur fatale, 2 ans plus tôt, par pure culpabilité. J'avais vu ma mère s'inquiéter devant un relevé de compte. Alors, comme une idiote, j'étais allée à ma banque, le Crédit Agricole. J'avais demandé des cartes bancaires secondaires, liées à mon compte principal. Une pour maman, une pour papa,
et erreur monumentale une pour Océane. C'était censé être pour les urgences. Pour l'essentiel. Mais l'urgence était devenue le restaurant du mardi soir. L'essentiel était devenu la nouvelle paire de baskets à la mode pour Océane. Chaque fin de mois, je regardais mon compte en banque se vider. Je voyais mon épargne, mon livret A, stagner, voire diminuer. Je travaillais des heures supplémentaires, non pas pour moi, mais pour financer la vie de 3 adultes qui me considéraient comme un dû. Je n'avais jamais un « merci ». Juste des « tu peux », n'est-ce pas? J'étais épuisée. Épuisée de cette charge financière, mais surtout de cette charge mentale. J'avais 27 ans, mais je portais le fardeau d'une chef de famille de 50 ans. Je n'avais plus de vie sociale. Désolée, je ne peux pas sortir ce soir, je dois boucler un dossier. La vérité, c'est que je n'avais plus les moyens de sortir, après avoir payé leurs factures. J'avais l'habitude. Je prenais sur moi. Parce que j'étais la forte. Mais la semaine dernière, Océane avait franchi une nouvelle limite. Un acte de malveillance pure, déguisé en maladresse. Et comme une imbécile, j'avais encore pardonné. J'aurais dû y voir le dernier signal d'alarme. J'aurais dû comprendre qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La semaine dernière, donc. Océane avait décidé de venir passer la journée dans mon appartement à Tours. Elle prétendait vouloir changer d'air, utiliser fibre optique pour postuler plus efficacement. Mon œil. Elle voulait juste se faire servir et critiquer ma décoration. J'étais en plein télétravail, enchaînant les réunions Zoom. J'avais une présentation cruciale à finir pour un nouveau client, un projet qui pouvait me valoir une promotion. J'étais stressée, concentrée, sur mon ordinateur portable professionnel, celui que mon entreprise me fournissait. Océane tournait en rond dans mon salon, soupirant. « Tu n'as rien à manger ? Je m'ennuie. »« Serre-toi, Océane, je dois finir ça. » Elle est allée dans la cuisine et est revenue avec une grande tasse de café noir, brûlant. Elle s'est plantée devant moi, alors que je tapais frénétiquement. « Tu sais, Adélie, je regardais cette offre d'emploi. Tu penses que c'est bien pour moi ? » Elle s'est penchée au-dessus de mon bureau, en tendant son téléphone. « Océane, pas maintenant, je suis. » Je n'ai pas pu finir ma phrase. Elle a fait un mouvement brusque, comme si elle avait trébuché sur le tapis. La tasse entière de café s'est renversée, un torrent noir et collant qui a inondé mon clavier. L'écran a grésillé, affiché des lignes multicolores, puis est devenu noir. Mort. Oh. Oh non. Je suis tellement désolée, s'est-elle écriée, la main devant la bouche, ses yeux grands ouverts dans une parodie de surprise. Mais je l'ai vue. J'ai vu cette fraction de seconde, ce sourire imperceptible au coin de ses lèvres avant qu'elle ne compose son masque de victime. Elle l'avait fait exprès. Océane. J'ai hurlé, en me levant d'un bond. C'est mon ordinateur de travail. J'ai ma présentation dessus. Tout mon travail. Elle a fondu en larmes. De fausses larmes de crocodile. Mais c'est un accident. Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi es-tu si méchante avec moi ? Tu sais bien que je suis maladroite. J'ai dû appeler mon patron, Monsieur Bernard, la voix tremblante de rage et d'humiliation, pour lui expliquer que j'avais, accidentellement, détruit mon outil de travail. Il a été compréhensif, mais froid. Trouver une solution, Adélie. Le client n'attendra pas. J'ai passé 2 nuits blanches. J'ai dû refaire toute la présentation de zéro sur mon vieil ordinateur personnel, un Mac qui ramait et surchauffait. J'ai à peine dormi. J'ai livré un travail bâclé, indigne de moi. Quand j'ai appelé mes parents pour leur raconter, espérant, pour une fois, un peu de soutien. « Oh, ma chérie, a dit ma mère, tu t'emballes pour rien. C'est juste un ordinateur. Ta sœur est dévastée, elle se sent tellement coupable. Tu devrais l'appeler pour la rassurer. Toi, tu es forte, tu vas gérer ça. » J'ai géré. J'ai ravalé ma colère. J'ai payé la franchise de 200 € à ma boîte pour le remplacement du matériel. Et j'ai continué. Pourquoi ? Pourquoi n'ai-je rien dit ? Parce que j'avais un secret. J'avais un plan. J'étais fatiguée de leur comportement, oui.
Mais je voyais aussi mes parents s'enfoncer. Je les voyais vieillir, usés par les caprices d'Océane, inquiets pour l'avenir. Ma colère était toujours tempérée par cette satanée culpabilité. Je me disais qu'ils n'étaient pas heureux. Et, comme toujours, je me suis dit que c'était à moi, la forte, de les réparer. J'étais la réparatrice de la famille. Alors, en secret, j'avais vidé mon livret A. Mes économies de plusieurs années. Des milliers d'euros que je gardais précieusement pour un apport immobilier. J'ai tout pris. Et j'ai réservé un voyage. Une semaine en Grèce. En Crète. Pas un club de vacances bas de gamme. Non. J'avais réservé une magnifique petite villa privée près de la Canée, Chania, avec une piscine à débordement donnant sur la mer Égée. J'avais réservé 3 billets d'avion sur Aegean Airlines. J'avais tout payé d'avance. C'était une surprise. Pour 3 personnes, papa, maman, et moi. Océane n'était pas invitée. C'était mon acte de rébellion passif. C'était notre moment, pour essayer de retrouver la famille que nous étions avant qu'elle ne devienne un tel poids. J'avais tout personnalisé. Pour maman, qui adore la cuisine méditerranéenne, j'ai réservé un tour privé de dégustation d'huile d'olive et de fromages locaux dans les montagnes blanches. Pour papa, qui a toujours aimé la mer, j'ai réservé une excursion de plongée sous-marine, pour explorer une épave près de la côte. Je m'imaginais déjà leur annoncer. Leur visage. Leurs larmes de joie. Je nous voyais, enfin, sourire. Loin d'Océane. Loin des factures. Je devais juste finir cette présentation. Juste tenir encore un peu. Je comptais leur annoncer la surprise demain soir, en allant dîner à Amboise. Mais je ne suis jamais arrivée à ce dîner. Ce matin-là, le ciel était bas et gris sur Tours. Une de ces pluies fines et pénétrantes de novembre qui transforment la chaussée en miroir et la visibilité en bouillie. J'étais partie un peu en retard. Le stress de la présentation refaite à la hâte, la fatigue accumulée. J'avais mal dormi. J'étais dans ma petite Peugeot 208, ma fidèle alliée. Je roulais sur la D910, une route que je prenais tous les jours, un trajet mécanique. J'écoutais France Info, distraitement. J'approchais d'un rond-point. Je savais que j'avais la priorité. J'ai à peine ralenti. Je ne l'ai pas vu venir. Une fourgonnette blanche de livraison, siglée d'une entreprise locale. Le conducteur, sûrement en retard, a coupé le rond-point. Il a ignoré le « céder le passage » comme s'il n'existait pas. Il a surgi sur ma gauche, un mur blanc et métallique. Je n'ai même pas eu le temps de hurler. L'impact. Le bruit. C'est la première chose qui m'a frappé. Un son assourdissant, inhumain. Un fracas de tôle qui se froisse comme une canette vide, un crissement de pneus, une explosion de verre. Ma tête a heurté la vitre latérale avec une force incroyable. La ceinture de sécurité m'a cisaillé la poitrine, me coupant le souffle. Puis l'odeur. L'odeur âcre, chimique, de la poudre de l'airbag qui s'était déployée trop tard, me frappant le visage. Une odeur de brûlé, de plastique fondu. Et la douleur. Une douleur fulgurante, aiguë, sur tout le côté gauche de mon corps. Comme si on m'avait enfoncé un tisonnier dans les côtes. J'ai essayé de respirer, mais ma poitrine refusait d'obéir. Je suffoquais. J'ai regardé ma main. Elle était couverte de sang. Je ne savais pas d'où il venait. Le monde s'est mis à tourner. Le son de la radio, qui grésillait encore, s'est estompé, remplacé par un bourdonnement aigu. Puis, le noir. Je me suis réveillée au son des sirènes. Des voix calmes, mais urgentes. Ne bougez pas, mademoiselle. On s'occupe de vous. On découpait la portière de ma voiture. Tout est devenu flou. Le trajet en ambulance, le balancement, les secousses qui ravivaient la douleur. Les lumières vives du plafond des urgences du CHU de Tours qui défilaient au-dessus de moi. L'odeur de désinfectant, si forte qu'elle me donnait la nausée. J'ai repris conscience quelques heures plus tard, dans une chambre froide, impersonnelle. Chaque partie de moi était une douleur différente. Mon bras était dans le plâtre. Ma poitrine était sanglée. Un homme en blouse blanche, l'air fatigué mais bienveillant, se tenait près de mon lit.
Une étiquette indiquait « Docteur Martel, chirurgie viscérale ». Bonjour mademoiselle Adélie. Vous avez eu un très grave accident. Vous êtes une miraculée. Il a commencé à énumérer les dégâts. Sa voix était posée, clinique. Vous avez une clavicule cassée. Mon épaule gauche me lançait. 3 côtes fracturées sur le côté gauche. Ça expliquait pourquoi chaque respiration était une torture. Mais le plus grave, a-t-il continué, son visage devenant très sérieux, n'est pas visible. L'impact a été très violent. Votre rate a éclaté. Vous faites une hémorragie interne. Mon sang s'est glacé, bien plus que par le froid de la chambre. Hémorragie interne. Nous devons vous opérer immédiatement. C'est une splénectomie. Nous allons retirer la rate. L'opération est courante, mais dans votre état, elle reste délicate. C'est une urgence vitale. Il a fait une pause. Nous avons déjà prévenu votre famille, ils sont en route. La panique. L'opération. L'hôpital. La graisse. Une infirmière m'a injecté quelque chose dans la perfusion. C'est pour vous détendre avant le bloc. Le monde a recommencé à s'estomper. Alors qu'on poussait mon lit dans le couloir métallique vers le bloc opératoire, ma dernière pensée consciente, embrumée par la morphine, a été « Je n'ai pas annulé la crête ». Je n'aurais jamais dû y penser. Quand je me suis réveillée, des heures plus tard, dans l'unité de soins intensifs, groggy, la gorge en feu à cause du tube de ventilation qu'on venait de me retirer, j'ai vu 3 silhouettes floues près de la fenêtre. Ma famille. J'ai cru, l'espace d'une seconde, que mon calvaire était fini. J'ai cru que j'étais en sécurité. J'ai vu Océane. Elle ne pleurait pas. Elle ne semblait même pas inquiète. Elle regardait mon sac, posé sur une chaise par une infirmière. J'ai su, à cet instant, que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Il m'a fallu plusieurs tentatives pour former un son. Ma gorge était un désert, râpeuse et douloureuse à cause de l'intubation. Chaque respiration était un effort conscient qui tirait sur mes côtes cassées et sur la longue ligne de points de suture qui barrait mon abdomen. Maman? C'est sorti comme un murmure, un croassement. Ma mère s'est approchée. J'ai remarqué, dans un brouillard de douleur, qu'elle portait son sac de voyage préféré, le long champ qu'elle prenait pour les week-ends. Adélie, tu nous as fait une de ces peurs, dit-elle. Sa voix était étrangement plate, distante. Il n'y avait pas de larmes, pas de soulagement. Juste de l'agacement. L'accident? J'ai lutté pour trouver les mots, chaque syllabe était un effort. Je suis tellement désolée. Le voyage, la crête. Il faut tout annuler. Ma mère a eu un petit rire nerveux, un son qui a glacé le sang dans mes veines. Oh, t'en fais pas pour ça, ma chérie, dit-elle en rajustant la sangle de son sac. Justement, on en a parlé avec ton père en venant dans la voiture. Je l'ai regardé, mon cerveau embrumé par la morphine n'arrivait pas à comprendre. Elle a continué, avec ce ton de sel qui annonce une évidence, on y va quand même. Le moniteur cardiaque à côté de mon lit, qui battait à un rythme lent et régulier, a commencé à s'accélérer. Bip. Bip bip bip. Quoi? Ben oui, a-t-elle poursuivi. Les billets sont non remboursables, tu comprends. On ne va pas perdre tout cet argent. Et puis, la pauvre Océane a tellement besoin de vacances. Elle est au bord de la crise de nerfs avec sa recherche d'emploi. Alors, on a décidé qu'on allait l'emmener à ta place. Bip 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 bip. À ma place. Me remplacer. J'ai tourné la tête, une douleur fulgurante me transperçant le cou, vers mon père. Il se tenait près de la fenêtre, le dos voûté, regardant fixement le parking de l'hôpital. Il n'avait pas dit un seul mot. Il n'avait pas bougé. Papa, ai-je supplié. Ma voix s'est brisée. Il s'est retourné à moitié, l'air coupable, mais sans oser croiser mon regard. Il a murmuré, si bas que j'ai à peine entendu, ta mère a raison, Adélie. Les billets sont payés. Ce serait du gâchis. Du gâchis. J'étais là, le corps en morceaux, un organe en moins, branché à 5 machines différentes, et il parlait de gâchis. C'est à ce moment-là qu'Océane, qui n'avait pas dit un mot, est entrée en action.
Elle s'est approchée de la chaise où une infirmière avait déposé mes affaires, mes vêtements découpés, mon téléphone, mon portefeuille dans un sac en plastique transparent. Bon, dit-elle d'un ton faussement enjoué, puisque tu es cloué au lit pour les 3 prochaines semaines, tu n'auras pas besoin de ça. Elle a plongé sa main manucurée dans le sac et a sorti mon portefeuille. Sous mes yeux, impuissante, je l'ai regardé l'ouvrir. Elle a pris ma carte bleue principale, ma Visa premier. Elle a pris l'argent liquide qu'il y avait dedans, environ 100 €. On aura besoin de ça pour les petites dépenses là-bas, dit-elle en glissant ma carte et mes billets dans la poche de son jean. Les taxis, les souvenirs, tu vois. Elle a sorti ma carte vitale du portefeuille et l'a jetée sur la table de nuit. T'en fais pas, je te laisse ça. Tu en auras besoin. Elle m'a volé. Elle venait de me voler, froidement, dans ma chambre de soins intensifs, devant mes parents qui la regardaient faire sans rien dire. Ma mère s'est penchée vers moi. J'ai cru qu'elle allait m'embrasser. Elle m'a juste donné une petite tape sur le bras valide. Bon, on doit filer. On a le TGV à Saint-Pierre-des-Corps à prendre pour monter à Roissy. Notre avion pour Héraclion est au demain matin. Ils se sont dirigés vers la porte. Tous les 3. Repose-toi bien, ma chérie, lança ma mère par-dessus son épaule. On va bien s'amuser, ne nous dérange pas. La porte s'est refermée dans un clic doux. Et ils sont partis. Ils m'ont laissé seule. Seule avec le bip des machines, une douleur insoutenable dans le corps, et une douleur nouvelle, bien pire, un trou béant dans la poitrine, là où mon cœur aurait dû être. Ils m'ont laissé. Ils m'ont volé. Ils m'ont remplacé. Je tremblais, mais ce n'était pas à cause de la fièvre ou du choc. C'était de la rage. Une rage pure, froide, que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Que auriez-vous fait à ma place? Vraiment? Dites-le-moi honnêtement dans les commentaires. Auriez-vous pleuré? Auriez-vous pardonné, au nom de la famille? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait ensuite? Pendant ce qui m'a semblé être une éternité, je suis restée immobile. J'écoutais le bip régulier du moniteur cardiaque. Bip. 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 Chaque son était un coup de marteau sur l'enclume de leur trahison. Gâchis. Bip. Sensible. Bip. Ne nous dérange pas. Bip. Toutes les années de sacrifices, de factures payées, de soirées annulées. Tout ça pour ça. J'avais financé moi-même le couteau qu'il venait de me planter dans le dos. La douleur physique était intense, une brûlure constante dans mon abdomen et ma poitrine. Mais elle n'était rien comparée à cette colère froide qui commençait à monter en moi, chassant le choc et le chagrin. Il me voyait comme un distributeur automatique. Un portefeuille sur pattes. Très bien, ai-je pensé, ma mâchoire se serrant. Le distributeur est officiellement fermé. Une infirmière est entrée doucement. Une femme douce, la cinquantaine, avec des yeux fatigués mais bienveillants. Elle a vu l'agitation sur le moniteur, mon visage blême et mes yeux grands ouverts. Ça ne va pas, ma petite? La douleur se réveille? Je vais augmenter la dose de morphine. Non, ai-je réussi à dire, ma voix n'étant qu'un râle. Pas la morphine. Mon téléphone. S'il vous plaît. Il est sur la table. J'ai des choses urgentes à annuler. Elle a hésité. Vous ne devriez pas vous fatiguer avec ça. S'il vous plaît, ai-je insisté, avec une force que je ne me connaissais pas, c'est important. Voyant la détermination de l'acier dans mon regard, elle a soupiré, a débranché mon téléphone du chargeur mural et me l'a tendu. Ne forcez pas trop, dit-elle avant de sortir. Mes mains tremblaient, à cause du choc post-opératoire, mais surtout de la rage. Déverrouiller l'écran avec mon empreinte a pris 3 essais. J'ai ouvert ma boîte mail. J'ai trouvé le dossier que j'avais créé, Voyage Crète. La liste des confirmations était là, comme une liste de mes propres erreurs. Le premier email, confirmation de réservation, villa de luxe, Chania. J'ai cliqué sur le lien, gérer ma réservation. Mon cœur battait à tout rompre. Motif de l'annulation, urgence médicale majeure. J'ai cliqué sur le bouton, confirmer l'annulation. Un message est apparu, annulation confirmée. Conformément à nos conditions, aucun remboursement ne sera effectué.
Parfait, ai-je murmuré à la chambre vide. Le deuxième email, confirmation, tour privé dégustation huile d'olive et fromage. Annulé. Clic. Le troisième, confirmation, centre de plongée, Blue Sea, épave, Minwaska. Annulé. Clic. Le quatrième, le plus important. Confirmation, vol aller-retour Paris-Héraclion, Aegean Airlines. L'aller était dans moins de 24 heures. Trop tard pour l'annuler. Mais le retour? Le retour était dans 8 jours. J'ai cliqué sur « Gérer les vols ». J'ai sélectionné les 3 passagers. Annuler les vols retour. Confirmer? Oui. Clic. Je me suis senti un peu mieux. La respiration un peu plus facile, malgré mes côtes cassées. Mais ce n'était pas fini. Ce n'était que le hors-d'œuvre. Ils m'avaient volé ma carte principale et mon argent liquide. Ils pensaient pouvoir gérer les petites dépenses. Mais ils avaient oublié les 3 autres cartes. Les cartes secondaires. Les cartes qui leur donnaient un accès illimité à mon argent. J'ai fermé ma boîte mail. J'ai ouvert l'application de ma banque, le Crédit Agricole. J'ai entré mon code secret. Mon compte courant est apparu. Il était déjà bien entamé par l'achat des billets d'avion. J'ai été dans la section « Gérer mes cartes ». Elles étaient toutes là, listées, comme un peloton d'exécution. Ma carte bleue Visa premier, status, active. Localisation, dans la poche d'Océane. Carte secondaire, Madame, status, active. Carte secondaire, M, status, active. Carte secondaire, Mademoiselle Océane, status, active. J'ai commencé par la première. J'ai cliqué dessus. Option, faire opposition pour vol. Êtes-vous sûr? Cette action est immédiate et irréversible. Oh oui, ai-je dit à voix haute. J'ai confirmé. Carte bloquée. Puis je suis allé sur la carte de ma mère. L'option était différente, plus simple. Bloquer, débloquer cette carte. J'ai appuyé sur le petit curseur. Motif du blocage, à ma discrétion. Confirmer. Celle de mon père. Bloquer cette carte. Confirmer. Celle d'Océane. Sa carte personnelle, que j'alimentais. Bloquer cette carte. Confirmer. En moins de 2 minutes, j'avais coupé les vivres. J'ai visualisé la scène. Ils étaient dans le TGV, filant vers Paris. Ils allaient embarquer. Ils allaient voler pendant 3h30, en buvant peut-être un mauvais café, en se plaignant de moi. Ils allaient atterrir à Héraclion, au milieu de la nuit. Ils iraient au distributeur. Carte refusée. Ils essaieraient une autre carte. Carte refusée. Ils essaieraient de prendre un taxi pour Chania, à 2 heures de route. Le chauffeur essaierait la carte. Refusée. Ils essaieraient d'appeler la villa. Désolé, aucune réservation à ce nom. Coincé. En pleine nuit. Dans un pays dont ils ne parlaient pas la langue. Sans hôtel. Sans un sou. Et sans vol retour. J'ai reposé le téléphone sur la table de nuit. J'ai fermé les yeux. La douleur dans mon abdomen était toujours là, une lame brûlante. Mais pour la première fois depuis 10 ans, malgré la douleur, j'ai presque souri. Et j'ai attendu. Le silence a duré exactement le temps d'un trajet en TGV, d'une attente à l'aéroport et d'un vol Paris-Héraclion. Selon mes calculs, en comptant le décalage horaire, la Grèce a 1 heure d'avance sur la France, il devait atterrir vers 4 heures du matin, heure française. À 4h05 du matin, mon téléphone, que j'avais mis en mode vibreur sur la table de nuit en métal, a commencé sa danse macabre. Le son résonnait dans le silence de la chambre d'hôpital. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir les yeux. J'ai tendu la main et j'ai regardé l'écran. Océane. J'ai appuyé sur le bouton latéral pour refuser l'appel. Maman. Refusé. Papa. Refusé. Ils ont alterné, frénétiquement, pendant 1 heure. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. C'était comme un moustique enragé dans l'obscurité. J'ai attrapé la petite feuille cartonnée du menu de l'hôpital que je n'avais pas touchée, potage, purée. J'ai pris un stylo sur la table de nuit.
Et j'ai commencé à faire des bâtons, comme une prisonnière. Océane, maman, papa. 35 appels manqués avant 6 heures du matin. Puis, ils ont dû comprendre que je ne répondrais pas. Les messages ont commencé. Oh, les messages. C'était un chef-d'œuvre de panique et d'indignation. Le premier était d'Océane. Il était en majuscule, plein de fautes, comme si elle l'avait tapé en pleurant de rage. Adélie, ta carte marche pas. La mienne non plus. On est bloqué à l'aéroport de Héraclion. Le taxi veut pas nous prendre. Il dit que ta carte est volée. Fais quelque chose. Adélie, ta carte marche pas. La mienne non plus. On est bloqué à l'aéroport d'Héraclion. Le taxi veut pas nous prendre. Il dit que ta carte est volée. Fais quelque chose. J'ai savouré chaque faute d'orthographe. Bloqué. L'aéroport. Le suivant était de maman. Plus articulé, mais dégoulinant de cette arrogance qui la caractérisait. Adélie, je ne sais pas à quel jeu indigne tu joues, mais arrête ça immédiatement. C'est puéril. Nos cartes sont refusées. Nous avons dû prendre un bus. Peux-tu imaginer? C'est scandaleux. Nous sommes arrivés à l'adresse de la villa et il n'y a rien. Le portail est fermé. Un voisin dit que c'est une location privée. C'est la honte. Règle ce problème tout de suite. La honte, ai-je répété à voix basse. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Puis papa. Plus court. Plus pitoyable. Rappelle-moi. Immédiatement. Ta mère est en crise. Elle fait une scène devant les voisins. C'est sérieux. Règle ça. J'ai posé le téléphone. Je me suis même autorisé un petit somme. Je me suis réveillé 2 heures plus tard, aux premières lueurs de l'aube. Le téléphone avait encore vibré. 52 appels manqués au total. Les messages avaient changé de ton. La panique avait laissé place à la réalisation. Océane, 1 heure plus tard, connasse. J'ai appelé la compagnie aérienne. Tu as annulé les vols retour. Tu as tout annulé. On est coincé ici. Tu veux notre mort? On va porter plainte contre toi pour abandon de famille. Maman, Isabella Adélie, tu as dépassé les bornes. Comment oses-tu faire ça à ta propre famille? À tes parents? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Nous t'avons élevé. Tu nous laisses sans un sou en Grèce. Tu vas le payer très cher. Ton père est sous le choc, il ne parle plus. J'ai ri. J'ai ri si fort que ça a lancé une douleur aiguë dans mes points de suture, et j'ai grimacé. C'était un mélange de douleur et de jubilation. Chaque message était une petite dose de morphine pour mon âme. Chaque vibration était la preuve que j'avais enfin, repris le contrôle. Mon téléphone vibrait tellement qu'à un moment, en voulant l'attraper, je l'ai fait tomber de la table de nuit. Il a atterri sur le sol avec un bruit sec. Le bruit a réveillé l'infirmière de garde, qui est entrée en trombe. Tout va bien, mademoiselle Adélie? Vous êtes tombée? Non, ai-je dit. Mieux que jamais. Elle a ramassé le téléphone, qui s'est remis à vibrer dans sa main. Elle a froncé les sourcils. Vous devriez vraiment vous reposer. C'est mauvais pour votre tension. J'essaie, ai-je menti. Le vacarme allait bientôt attirer quelqu'un de bien plus important que l'infirmière. Et ce qui allait se passer ensuite, je ne l'avais même pas prévu dans mon plan. C'était la cerise sur le gâteau. À 8 heures du matin, pile à l'heure, le docteur Martel est entré dans ma chambre pour sa tournée quotidienne. C'était un homme méthodique, sérieux, du genre à ne pas apprécier les distractions. Il tenait mon dossier sous le bras. Bonjour mademoiselle Adélie. Comment se sent la rate, enfin, l'absence de rate, ce matin? La douleur est gérable? Bonjour docteur. Je n'ai pas pu finir ma phrase. Mon téléphone, que l'infirmière avait reposé sur la table en métal, s'est mis à sonner. Pas vibrer. Sonner. La sonnerie stridente par défaut. Maman s'affichait en grosses lettres. Avant que je puisse faire le moindre mouvement pour l'éteindre, le docteur Martel,
visiblement agacé par cette intrusion bruyante dans sa consultation, s'est avancé et a décroché lui-même. « Allô » dit-il d'une voix professionnelle et sèche. « Ici le docteur Martel, du service de chirurgie viscérale du CHU de Tours. Je suis avec votre fille. Elle est en pleine convalescence d'une splénectomie majeure. Elle a besoin de repos absolu et ne peut pas. » Il s'est arrêté net. Je pouvais entendre, même de mon lit, de l'autre côté de la pièce, les hurlements. Je n'entendais pas les mots, juste le son. Aigu, perçant, hystérique. La voix de ma mère en pleine crise. Le docteur Martel a écouté, impassible, pendant peut-être 10 secondes. Puis, son visage a changé. L'agacement professionnel a disparu, remplacé par une incrédulité totale. Puis, ses sourcils se sont froncés. J'ai vu ses lèvres se pincer. C'était du dégoût. Il a éloigné le téléphone de son oreille, m'a regardé, puis a regardé l'appareil comme si c'était un déchet toxique. Et il a raccroché. Net. Mademoiselle Adélie, dit-il d'une voix soudainement plus douce, mais incroyablement ferme. Je confisque cet appareil. Il l'a éteint et l'a glissé dans la poche de sa blouse. Il sera au poste des infirmières, sous clé. Vous pouvez utiliser le téléphone fixe de la chambre pour appeler qui vous voulez, quand vous vous sentirez prête. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Il a fait un geste vers sa poche. Votre priorité absolue, c'est votre santé. Votre tension est trop élevée. Vous devez vous reposer. Pas gérer leurs finances, apparemment. Il avait dû entendre le mot « compte bancaire » dans le torrent d'injures. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Une vague de larmes m'est montée aux yeux. Non pas de tristesse. De soulagement. Quelqu'un, enfin, me protégeait. Un étranger. « Merci, docteur » ai-je murmuré. Il m'a fait un signe de tête bref. « Reposez-vous. » Le silence qui a suivi était divin. Guérisseur. Pendant les jours suivants, coupé du chaos que j'avais créé en Grèce, j'ai commencé ma lente récupération. Je me concentrais sur la douleur physique, sur les petits exercices de respiration. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. 2 jours plus tard, on a frappé doucement à ma porte. « Entrez ?» La porte s'est ouverte sur Karine et Damien, 2 collègues de mon équipe marketing. Ils avaient l'air gênés, mais souriants. « Salut la survivante » a lancé Damien, en tenant un sac en papier. Karine tenait un grand gobelet en carton. On a bravé la pluie pour t'apporter un vrai café. La boîte à café, dans la rue des Halles. On s'est dit que tu en avais marre du jus de chaussettes de l'hôpital. J'ai éclaté en sanglots. Ils se sont précipités, paniqués. Oh non, on a fait une bêtise ? C'est la morphine ? On n'aurait pas dû. Non, ai-je sangloté, en essayant de rire. C'est juste que, c'est la chose la plus gentille qu'on m'ait faite depuis longtemps. Merci. Ils sont revenus le lendemain. Avec des magazines, des cookies faits maison par Karine, et tous les derniers potins du bureau. Le jour d'après, c'est Monsieur Bernard, mon patron, qui a appelé sur le fixe de la chambre. Adélie ? Bernard à l'appareil. Comment vous sentez-vous ? Mieux, Monsieur Bernard. Je suis désolé pour le travail, et pour l'ordinateur. Stop, m'a-t-il coupé, avec une gentillesse que je ne lui connaissais pas, ne vous en faites absolument pas pour le travail. Pas un seul dossier. Vous avez eu un accident de trajet, c'est un accident du travail. C'est couvert à 100% par l'assurance de l'entreprise et la CPAM, la sécurité sociale. Vous allez recevoir vos indemnités journalières complètes, sans perte de salaire. La seule, et unique, chose que je veux de vous, c'est que vous preniez tout le temps nécessaire pour vous remettre. Votre poste vous attend. J'ai raccroché, stupéfaite. Ces gens. Mes collègues. Mon patron. Des gens qui ne me devaient rien. Ils m'apportaient du café, des nouvelles, et la sécurité de l'emploi. Mon propre sang, ma propre famille, m'avait volé et abandonné sur un lit d'hôpital pour aller se faire bronzer. Le contraste était si violent, si absolu, qu'il en était presque comique. Je me sentais protégée, entourée, par ce que j'ai commencé à appeler ma « vraie famille ». Je me sentais en sécurité.
Mais je savais que ce n'était pas fini. Je savais que le silence ne durerait pas. La tempête rentrait en France. Et elle se dirigeait droit sur moi. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'accident. 3 semaines de douleurs lancinantes, de nuits blanches à cause des démangeaisons de la cicatrice, mais aussi 3 semaines de progrès constants. J'avais enfin quitté le service de chirurgie pour une chambre dans l'unité de convalescence. Ce matin-là, j'étais avec le kinésithérapeute. C'était un jeune homme patient qui m'encourageait. Allez, Adélie, encore 2 pas. Vous y êtes presque. Je m'agrippais à un déambulateur, mes jambes tremblaient. Chaque pas était une victoire sur la douleur, une reconquête de mon propre corps. J'avais réussi à faire l'aller-retour jusqu'à la porte de ma chambre. J'étais épuisée, mais fière. C'est là que je les ai entendus. Le son n'était pas à sa place dans ce couloir feutré. C'était le son agressif de roulettes de valises sur le linoléum, le son de voix énervées, de chuchotements furieux. Chambre 305. C'est là. Je te l'ai dit. La porte de ma chambre s'est ouverte à la volée, heurtant le mur dans un bruit sourd. Le kiné a sursauté. Ils étaient là. Ma mère. Mon père. Océane. Ils avaient l'air pitoyable. Ils portaient les mêmes vêtements de voyage que le jour de leur départ, maintenant froissés, tachés et sales. Mon père n'était pas rasé. Les cheveux d'Océane étaient gras, sa manucure écaillée. Il puait la fatigue, la sueur de l'avion et une colère rance. J'ai appris bien plus tard qu'ils avaient dû passer 2 semaines dans une auberge de jeunesse sordide d'Héraclion, partageant un dortoir avec 6 autres personnes, après avoir supplié tante Brigitte de leur avancer l'argent pour des billets retour au prix fort sur EasyJet. Comment as-tu osé? Ma mère a été la première à parler. Sa voix était un cri rauque. Océane, me voyant debout, agrippée à mon déambulateur, a eu un rire mauvais, un son sec. Oh, regardez-la. Madame fait sa comédie. Debout sur ses 2 jambes. Bien installée dans son lit propre, servie comme une reine, 3 repas par jour. Pendant que nous, on souffrait en Crète. Dans un trou à rats. Souffrir? Ma voix est sortie. Elle n'était pas forte. Elle n'était pas faible. Elle était basse, et froide. Tellement froide qu'elle les a tous surpris, y compris moi. Le kinésithérapeute s'était sagement reculé dans un coin. J'ai lâché le déambulateur. Je n'en avais plus besoin. La rage me tenait debout. Je me suis appuyée contre le mur. Laisse-moi te parler de la souffrance, Océane. Je les ai regardés, un par un. J'ai souffert pendant 14 mois à payer tes 4 séances de psy par semaine, pendant que tu méprisais des offres d'emploi que d'autres auraient tuées pour avoir. J'ai souffert en payant les factures de papa et maman, en les regardant te couver comme une princesse pendant que moi, j'étais le mulet qui tirait la charrette. Ma voix a commencé à monter. J'ai souffert quand un camion m'a brisé les os et m'a enlevé un organe. Et j'ai souffert le plus, Océane, quand ma propre famille, mon propre sang, m'a volé mon portefeuille et m'a abandonné ici, en soins intensifs, pour ne pas gâcher des vacances. Comment oses-tu nous parler comme ça, a crié ma mère, retrouvant sa contenance. On est ta famille. C'est ton devoir. Tu gagnes bien ta vie, tu dois t'occuper de nous. C'est là que tu te trompes, maman, ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux. Je ne vous dois plus rien. Et là, Océane a explosé. La vérité est sortie, brute, vile, comme un abcès qu'on crève. Oui. C'est moi qui leur ai déité d'y aller, a-t-elle hurlé, le visage déformé par une rage que je ne lui avais jamais vue. Tu crois quoi? J'ai vu le médecin. J'ai vu ton état. Et si l'accident t'avait rendu handicapé à vie? Tu serais devenu un fardeau. Tu n'aurais plus pu travailler. Tu aurais tout annulé et on n'aurait jamais rien eu. C'était notre dernière chance de profiter de ton argent. Il fallait y aller pendant que c'était encore payé par la forte. Un silence de mort est tombé dans la chambre. Un silence si lourd qu'on pouvait l'entendre. Même ma mère semblait choquée par la crudité de l'aveu. Handicapé. Fardeau. Profiter de ton argent. J'ai tourné mon regard vers mon père. C'était ma dernière chance. Mon dernier espoir.
Papa? Il a baissé les yeux. Il regardait ses chaussures. Il a murmuré. Adélie. Océane, elle est impulsive, elle ne pense pas ce qu'elle dit, mais, elle n'a pas tort sur le fond. L'argent était dépensé. C'était fini. Le dernier fil, le dernier lien ténu qui me rattachait à lui, venait de se rompre. J'ai tendu la main vers le téléphone fixe de la chambre, posé sur la table à côté de mon lit. J'ai composé le 0, le numéro de l'accueil. Allô? Sécurité. Ici Adélie, chambre 305. J'ai 3 personnes dans ma chambre qui me harcèlent et me menacent. J'ai besoin qu'on les escorte hors de l'hôpital. Immédiatement. J'ai raccroché. Non. Adélie, tu ne peux pas nous faire ça, a commencé ma mère, la panique remplaçant la colère. 2 agents de sécurité, 2 hommes larges d'épaules, sont arrivés en moins d'1 minute. Ces personnes-là, ai-je dit, ma voix ne tremblant pas. Je les ai montrés du doigt. Je veux qu'ils partent. Et je veux qu'ils soient ajoutés à la liste des visiteurs interdits. Je ne veux plus jamais les voir. Vous ne pouvez pas faire ça, hurlait Océane pendant qu'on la tirait fermement par le bras. Adélie. Tu le regretteras. Tu reviendras en rampant, criait ma mère. Mon père, lui, n'a rien dit. Il s'est juste laissé emmener, le visage gris, l'air d'un homme mort. J'ai regardé leur silhouette disparaître dans le couloir. Le kiné m'a regardé, les yeux ronds. Vous voulez vous asseoir? Non, ai-je dit. Je vais bien. Le lendemain, j'ai récupéré mon téléphone au poste des infirmières. Et j'ai fait la seule chose logique qu'il restait à faire. Dès que l'infirmière-chef m'a rendu mon téléphone, avec un regard qui en disait long, le docteur Martel avait visiblement raconté l'histoire, j'ai senti une vague de puissance. Ce n'était plus un outil de travail ou de communication. C'était mon épée et mon bouclier. Je me suis assise sur mon lit d'hôpital. J'ai respiré profondément, malgré la douleur. Première action, l'application Crédit Agricole. J'ai vérifié que les 4 cartes étaient toujours bloquées. Elles l'étaient. Mais, bloquer n'était pas suffisant. C'était temporaire. Un simple clic de ma part pouvait tout réactiver. Je suis allée dans les paramètres avancés. Carte secondaire, madame, gérez la carte. Option, supprimer cette carte. Un message d'alerte, êtes-vous sûr? Cette action est irréversible et la carte sera détruite. J'ai appuyé sur « Oui » avec une satisfaction presque sensuelle. Carte secondaire, M, supprimée. Oui. Carte secondaire, Mademoiselle Océane, supprimée. Oui. Quant à ma carte principale volée, l'opposition était déjà définitive. Deuxième action, mes finances. J'ai ouvert la section « Virements ». Il y avait mes virements permanents, qui tombaient tous les 5 du mois. Virements mensuels, loyer Amboise, le nom que je lui avais donné pour couvrir leurs factures EDF et autres, 350 €. Annuler le virement permanent. Clic. Virement mensuel, Psy Océane, 800 €. Annuler. Clic. C'était fait. Le robinet était coupé. Pas seulement fermé, mais soudé. Troisième action, mon répertoire. Contact, maman. J'ai fait glisser mon doigt vers la gauche. Option, bloquer ce contact. Bloquer. Bloquer. Papa. Bloquer. Océane. Bloquer. J'ai bloqué leur numéro de fixe. J'ai bloqué leurs adresses e-mail. Je suis allé sur Facebook, WhatsApp, Instagram. Bloquer cet utilisateur. Partout. J'ai coupé tous les ponts. Numériquement, financièrement, émotionnellement. Je suis sortie de l'hôpital 1 semaine plus tard. C'est Karine et Damien qui sont venus me chercher. Ils avaient fait des courses pour moi, mon frigo était plein. Mon appartement à Tours n'avait jamais semblé aussi accueillant, aussi sûr. C'était un sanctuaire. Pendant un mois, ce fut le silence. La paix. Je n'avais jamais connu une telle tranquillité d'esprit. Je me concentrais sur ma guérison. Je faisais mes exercices de kiné dans mon salon. Je recommençais à travailler à mi-temps depuis chez moi,
mon patron Monsieur Bernard m'ayant fait livrer un nouvel ordinateur portable. Et puis, un soir, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas, mais de la région d'Amboise. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Adélie, ma chérie? C'est tante Brigitte. La sœur de ma mère. Oh, bonjour tante Brigitte. Comment vas-tu? Je vais bien, mais, écoute, je suis désolée de t'embêter avec ça. Je sais que tu te reposes. Mais, tu as vu le Facebook de ta mère? Non, ai-je répondu froidement. Je l'ai bloqué. Ah. Bon. Peut-être que c'est mieux. Mais, elle a fait une publication, en mode public. Et c'est en train de prendre des proportions. Des gens t'insultent. Mon cœur s'est serré. J'ai raccroché poliment. J'ai immédiatement appelé Karine. Karine, est-ce que tu peux regarder le profil Facebook de ma mère? Elle s'appelle Martine, silence à l'autre bout du fil. Oh la vache, a lâché Karine. Attends, je te lis ça. C'était là. Une longue, très longue publication larmoyante, accompagnée d'une vieille photo d'elle et d'Océane, bras dessus, bras dessous. Mon cœur de mère est brisé, écrivait-elle. Je ne sais plus quoi faire. Ma fille ingrate Adélie, à qui nous avons tout sacrifié, nous a abandonnés. Elle vit sa belle vie dans son appartement de luxe à Tours, gagnant des milliers, pendant que ses pauvres parents retraités et sa sœur malade, la pauvre Océane ne trouve rien à cause de sa dépression nerveuse, sont dans la misère. Elle a bloqué nos comptes, elle nous laisse littéralement mourir de faim. Nous avons élevé un monstre. Priez pour nous. Les commentaires affluaient. Des amis à elle, des gens du village d'Amboise qui ne connaissaient que leur version. Quelle honte! Les enfants d'aujourd'hui sont des égoïstes. Pauvre Martine, quel courage vous avez. Je vais prier pour vous. On devrait lui envoyer la facture de vos courses. C'est la loi de s'occuper de ses parents. Je sentais le sang me monter à la tête. La manipulatrice. Elle jouait sa dernière carte, la victime publique. Mais avant que je puisse dire à Karine de fermer, un nouveau commentaire est apparu. C'était tante Brigitte. Martine, tu te moques de qui, sérieusement? C'est la meilleure blague de l'année. Tu oublies de dire que tu as abandonné Adélie au CHU de Tours juste après son opération de la rate, la laissant pour morte? Tu oublies de dire que tu es parti en vacances en Grèce avec son âge? Tu oublies de dire qu'Océane lui a volé sa carte bleue dans sa chambre d'hôpital? Parce que moi, je n'ai pas oublié. J'étais là, moi. Je l'ai vue, Adélie, seule, en larmes et en douleur pendant que vous vous prélassiez. Alors arrête ton cirque. Le barrage venait de céder. D'autres cousins, d'autres membres de la famille qui étaient au courant, ont commencé à commenter. Brigitte a raison. C'est scandaleux de jouer les victimes. J'ai entendu Océane se vanter d'avoir eu Adélie avant qu'il ne parte. Martine, tu n'as aucune honte. La publication a disparu en moins de 3 heures. Mais les captures d'écran, elles, sont éternelles. Leur réputation dans la famille, dans leur propre village, était détruite. Mon téléphone était enfin, et pour de bon, silencieux. J'étais enfin, libre. 4 mois ont passé depuis l'accident. 4 mois de silence radio. Ce matin-là, j'ai marché jusqu'à mon bureau à Tours. Sans canne. Sans boiter. J'ai marché la tête haute. Mes pas étaient assurés. La cicatrice sur mon abdomen était toujours là, mais elle ne tirait plus. Elle n'était plus un rappel de ma faiblesse, mais de ma survie. Quand je suis arrivée à l'étage, je m'attendais à un retour normal. Mais toute mon équipe était là. Karine, Damien, et même Monsieur Bernard. Il y avait une bannière « Bon retour Adélie » et une table couverte de croissants et de pain au chocolat de la meilleure boulangerie de la ville. Bienvenue chez toi, Adélie, m'a lancé Damien. J'ai pleuré, encore. Mais cette fois, c'était de la joie pure, sans une once d'amertume. J'étais entourée de ma vraie famille. J'ai repris le travail à plein temps. J'étais différente. Plus concentrée, plus créative, plus affirmée. Tout cet espace mental, toute cette énergie que je consacrais auparavant à gérer le stress financier et émotionnel de ma famille, était maintenant libre. Libre pour moi,
pour mes projets, pour ma carrière. Et puis, la lettre est arrivée. Le courrier officiel de l'assurance. L'indemnité pour l'accident de trajet. Comme Monsieur Bernard l'avait dit, tout était couvert. Mais il y avait plus. Le dédommagement pour les blessures, la perte d'un organe, la splénectomie, est un préjudice corporel reconnu, pour l'invalidité temporaire, pour le préjudice moral. Ce n'était pas le loto. Ce n'était pas des millions. Mais c'était une somme conséquente. Assez pour couvrir tous les frais que j'avais eus. Assez pour m'aider à acheter une nouvelle petite Peugeot 208, la même, mais neuve, et cette fois avec toutes les options de sécurité. Et assez, pour autre chose. Ce soir-là, dans mon appartement silencieux, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le nouveau, le puissant. J'ai tapé « Aegean Airlines » dans la barre de recherche. Destination, La Canée, Chania, Crète. Date, le mois prochain. Nombre de passagers, 1. J'ai cliqué sur « Réserver ». Puis j'ai ouvert le site de réservation de villa. J'ai retrouvé la même. La même villa avec la piscine à débordement donnant sur la mer Égée. Date, nombre d'invités, 1. J'ai cliqué sur « Réserver ». J'ai retrouvé le site du tour de dégustation d'huile d'olive et de fromage dans les montagnes blanches. Nombre de participants, 1. Réservé. J'ai retrouvé le centre de plongée. Excursion épave Minouasca. Nombre de plongeurs, 1. Réservé. Pendant que je confirmais le dernier paiement, avec ma nouvelle carte bleue, à mon seul nom, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Un SMS. Adélie, c'est maman. Je t'en prie. Tu nous manques. On n'a plus personne. Ta famille te manque. On est vraiment désolé. Rappelle-moi. S'il te plaît. J'ai regardé le message. J'ai pensé à la chambre d'hôpital. J'ai pensé à la voix de mon père disant « Elle n'a pas tort ». J'ai pensé au visage d'Océane, déformé par la haine, crachant le mot « handicapé ». J'ai appuyé sur « Effacer ». Et j'ai continué à imprimer mes réservations. Enfin, j'ai ouvert ma galerie de photos sur mon téléphone. J'ai fait défiler, loin, très loin. Il y avait cette photo de Noël dernier, à Amboise. Une photo de groupe forcé. Océane faisait la moue parce que mon cadeau n'était pas assez cher. Maman me critiquait parce que ma robe était trop simple. Papa avait l'air fatigué, déjà résigné. J'ai regardé cette photo longtemps. L'image de ma force passée. L'image de ma prison. Mon doigt a appuyé sur l'icône de la poubelle. Supprimer cette photo? Cette action est irréversible. Supprimer. Je suis en train de boucler ma valise. Pour de vrai, cette fois. C'est une valise pour une personne. Je pars en Crète demain. Seule. Je vais m'asseoir au bord de cette piscine. Je vais boire ce verre de Retsina. Je vais manger ce fromage. Je vais faire cette plongée. Je vais vivre. Vraiment. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Parfois, la force ne consiste pas à porter les autres sur son dos. Parfois, la vraie force, la plus difficile, c'est d'avoir le courage de les laisser tomber pour se sauver soi-même. Ma question pour vous est la suivante. Avez-vous déjà dû faire un choix impossible entre votre famille et votre propre survie, votre propre santé mentale ou financière? Racontez-moi vos histoires dans les commentaires. Je lis absolument tout. Et si vous pensez que j'ai pris la bonne décision, si vous m'avez soutenu pendant cette épreuve, laissez un like sur cette vidéo, cela m'aide énormément. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies, de drames familiaux et de reconstruction. Prenez soin de vous. Surtout de vous. À bientôt.